Nouveau numéro d'En route pour le Coche. Chaque mois, Alsace 20 vous propose des témoins, des experts de ce chantier tout à fait hors norme. Aujourd'hui, on reçoit Bertrand Béhague. Bonjour. Bonjour. Bertrand Béhague, ingénieur d'études au service régional d'archéologie à la DRAC. Il y a ce chantier de 24 km. Est-ce que c'est une aubaine, quelque part, un chantier comme ça, pour des archéologues comme vous ? Tout à fait. Les grands chantiers d'aménagement du territoire sont pour nous l'occasion d'explorer des portions de territoire dans leur intégralité. Là, en l'occurrence, ce tracé de 24 km qui traverse une zone homogène géologiquement, le Korersberg, c'est très pertinent pour nous pour comprendre les occupations et la succession des occupations humaines sur ce secteur. Combien de sites de fouilles vous allez explorer ? Alors, les premières tranches phase de diagnostic ont mis au jour une cinquantaine de gisements qui représentaient 117 occupations de différentes périodes. C'est pas mal, hein ? Ça fait un site tous les 500 mètres. Et sur ces 50 gisements, nous en avons sélectionné 32 qui font l'objet de fouilles complémentaires. Et il y a encore des archéologues qui travaillent actuellement. Actuellement, il y a beaucoup de chantiers qui sont en cours. Les dernières phases de diagnostic viennent de se terminer la semaine dernière. Et pour les parties fouilles, il y a une douzaine de fouilles en cours avec une soixantaine d'archéologues sur le terrain. Alors on rentre dans le dur dans un petit instant, mais pendant que les archéologues, vous avez vu, travaillent, le chantier du COS continue à l'image de ce ruisseau où tout est fait pour protéger les poissons, la faune et la flore. Reportage Mathieu Chanvillard. Ici, sur la Souffelle, doit passer une piste provisoire qui desservira le chantier de l'autoroute. Mais avant de poser ces buses qui permettent à la rivière de s'écouler et aux engins de la franchir, il a fallu prendre soin de la faune. Les études sur le site ont montré que la rivière pouvait abriter des agrions de mercure, une libellule dont les larves se développent dans la vase. La première étape consistait en fait à ramasser et transférer la vase qu'on peut trouver dans les cours d'eau, donc pouvoir transférer les larves qui sont présentes dans la vase et la déposer en aval du cours d'eau qui ne sera pas impacté par les travaux. Une fois la vase déplacée, place à une drôle d'équipe. Des pêcheurs isolent la zone de travaux avec des filets et se lancent dans une pêche originale, épuisette à la main et groupe électrogène sur le dos. C'est une pêche électrique, donc ça assomme juste les poissons temporairement. Ils sont récupérés ensuite dans des grandes bassines et on va ensuite, la fédération de pêche va ensuite relâcher les poissons plus en aval et ils reprendront leur vie. Une fois larves et petits poissons déplacés, place aux engins. L'opération peut paraître paradoxale au vu de la taille du chantier. Il s'agit pourtant du processus habituel de réduction d'impact pour ce type de travaux. Voilà Bertrand Béhague, étonnant comme reportage. Oui, tout à fait, oui. Voilà, c'est le travail actuellement sur le contournement ouest de Strasbourg. On revient à l'archéologie. L'autoroute, je le disais, fera 24 km. Comment est-ce qu'on sélectionne, ou comment est-ce que vous décidez, vous, que c'est dans cette zone-là particulièrement qu'on va fouiller ? Alors, le diagnostic a eu lieu sur l'ensemble de la trace, c'est-à-dire qu'on a pu observer de manière ponctuelle, partielle, mais l'intégralité du tracé. Et ensuite, c'est en fonction de la connaissance qu'on a pour chacune des périodes qui ont été mises au jour, mises en évidence. Pour chacune de ces périodes, en fonction de l'avancée que la connaissance que ce site pourrait apporter, on fait des sélections de sites bien, et puis aussi la conservation des sites, s'ils sont plus ou moins bien conservés, est-ce qu'ils méritent de faire une fouille complémentaire ou pas. Alors justement, sur ces images, c'est une des premières trouvailles, en fait, on peut le dire, une voie romaine qui reliait Brumat à Strasbourg déjà. Cette route existe toujours au niveau de Vendenheim. Qu'est-ce qu'elle nous a appris, en fait, cette route-là ? Alors, la fouille de cette portion de voie nous a permis d'améliorer la connaissance de la chronologie de l'occupation de cette voirie. Des l'occupation humaine. De l'occupation, de l'utilisation. Ouais. C'est-à-dire avec les niveaux les plus récents qui ont été datés de la fin de l'Antiquité, début au Moyen-Âge, et les niveaux les plus anciens, parce que c'est une route qui a été reconstruite régulièrement. Ensuite, sur les méthodes d'ingénierie technique des Romains, il se trouve que cette portion de voirie fouillée traversait une petite zone humide. Donc on a pu mettre en évidence toute une série d'alignements de pieux et qui sont recommandés, et on a des textes de l'époque romaine qui recommandent ces techniques-là, d'enfoncer des pieux profondément dans le sol humide de manière à pouvoir asseoir la route sur un terrain plus stabilisé. Ça veut dire que les Romains étaient déjà dans l'innovation. Il y avait déjà du génie civil. Du génie civil, exactement. Le Korersberg, beaucoup de fouilles, terre fertile. D'abord parce qu'elle est en hauteur par rapport au Rhin. Donc ça veut dire que ce sont des zones qui permettaient des lieux de vie.
Alors le Kochersberg, ce sont des collines de l'Eus même qui ont été déposées aux périodes préhistoriques, lors des dernières glaciations. Et en effet, ce sont des terrains très fertiles, ce qui fait que quand l'homme a commencé à se sédentariser dans la région aux alentours de 5400 avant Jésus-Christ, en effet, c'est des terrains qui ont été très favorablement exploités et recherchés pour leur qualité agronomique et donc pour l'implantation humaine. Voilà, ça se passait notamment du côté de Grisheim. Vous allez voir, qu'est-ce qu'on sait de ces gens qui vivaient là il y a 5000 ou 10 000 ans ? Alors, il y a 10 000 ans, on sait peu de choses, mais c'était encore des populations de chasseurs-cueilleurs. Par contre, aux alentours de 5000, même un peu avant, ce sont les premières populations sédentaires, donc des gens qui pratiquaient l'agriculture et l'élevage et qui ont construit les premiers villages. Donc il y a des villages qu'on arrive à mettre à jour. On sait que des gens y vivaient, puisque vous avez trouvé des petits objets, des ossements, des bijoux, des fibules. C'est quoi des fibules ? Les fibules, c'est la broche qui sert à maintenir le vêtement fermé. La toge, par exemple, chez les Romains, les capes chez les Gaulois. C'est une petite broche décorée. Voilà, donc c'est ces images-là que vous voyez qui sont tout à fait exceptionnelles. Un collier en corail de Méditerranée. Qu'est-ce qu'il vient faire chez nous en Alsace ? La circulation des matières premières précieuses a toujours existé. C'est-à-dire que dès le néolithique, là, bon, le collier en corail, il a été retrouvé dans une sépulture de l'entour du 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Il y a des échanges entre l'ambre de la Baltique, le corail de la Méditerranée, les hommes circulent, les matières premières circulent à grande distance. Quand vous trouvez des objets, c'est quoi la marche à suivre ? Je suis très candide, on ne va pas parler des ossements, ça sera après, mais des objets, c'est carbone 14, il faut les dater ? Alors, les objets pour la céramique, par exemple, le carbone 14 ne fonctionne que sur la matière organique. Donc la céramique, qui n'en est pas une, les objets en céramique vont être datés et étudiés par leur forme à proprement parler et les décors qui ont été appliqués dessus. De même pour les objets métalliques là, qu'on voit à l'écran, ça va être l'évolution typologique. Ils rentrent dans une classification de différents types qui montrent des évolutions dans le temps. Pour l'analyse des ossements, on fait comment ? Alors, l'analyse des ossements, les ossements animaux sont déterminés, enfin ceux qu'on peut déterminer, et puis on va travailler ensuite sur la gestion du cheptel, les âges d'abattage, etc. Les ossements humains, ils sont observés aussi par un autre spécialiste. Il y a un archéozoologue pour les ossements animaux, un archéoanthropologue pour les ossements humains. Les ossements humains, à minimum, on essaie de déterminer l'âge au décès de l'individu, son sexe, et éventuellement les conditions de sa mort et l'état sanitaire dans lequel il est au moment de sa mort. Est-ce qu'il était en bonne santé ? Est-ce qu'il avait subi des fractures ? Est-ce que les fractures ont été réparées ? Donc vous regardez tous les os pour voir s'il y a eu des fêlures, des fractures. Exactement, tout à fait. Et ça nous apprend peut-être parfois les causes de la mort. Parfois les causes de la mort. Et à l'inverse, par contre, sur la prise en charge des personnes. Il y a des personnes où on voit sur le squelette qu'ils étaient fortement en incapacité, mais qui étaient vivants. Ce n'est pas la cause de la mort. Leur malformation squelettique n'est pas la cause de la mort. Donc ça veut dire qu'ils étaient pris en charge par le groupe. Il y avait de la médecine de toute façon dès les premières époques. Est-ce qu'on est intéressé de savoir si ce sont des familles qu'on a trouvées ? Est-ce qu'on recherche par l'ADN ? Je ne sais pas, encore une fois, c'est vous l'archéologue et l'ingénieur. Est-ce qu'on essaie de voir si c'était des familles qui vivaient là ? Tout à fait. Quand on est dans le cadre de regroupement de sépultures, donc pas des sépultures isolées, mais des regroupements de sépultures, on peut être amené à essayer de déterminer, et qu'on a la certitude d'avoir la totalité de l'ensemble funéraire, on peut proposer des recherches en génétique qui permettent soit de déterminer les liens de parenté entre les personnes, mais aussi il y a d'autres axes de recherche qui permettent d'essayer de déterminer l'origine des populations, parce que les questions migratoires concernent aussi le néolithique. Ouais. Et donc, ça a toujours été d'actualité. Voilà, l'apport de nouvelles populations, le mélange de ces populations. Il y a à la fois des mariages entre familles plus ou moins proches, et il y a aussi parfois des déplacements de population. Et c'est des choses qu'on arrive à mettre en évidence par des méthodes génétiques. En gros, on trouve des ossements qui pourraient ne pas du tout venir d'Alsace, de populations qui viendraient d'Afrique Ça peut être... Alors, c'est plutôt d'Europe centrale okay. pour les mouvements du néolithique et de l'âge du fer, et de la proto-histoire en général, donc tout ce qui se passe un peu avant la conquête romaine. Et même bien avant. Qu'est-ce que ça nous apprend, Bertrand Béac, sur notre histoire, hein ? Tous ces ossements, tous ces objets qu'on trouve. Déjà, en effet, que la question migratoire, comme vous le disiez, n'est pas d'actualité. On est en train d'accumuler des informations qui nous permettent de réfléchir sur comment les hommes vivaient le territoire qu'on occupe aujourd'hui.
Et ces choses, il y a des choses qui sont fixes, qui n'ont pas bougé, il y a des choses qui ont bougé. Et on cherche à comprendre pourquoi ça a évolué et comment. Dernière question, oui. Et donc, ça nous renseigne sur notre manière de vivre par rapport à la manière dont vivaient nos ancêtres. Voilà, et beaucoup de choses ont changé, mais il y avait toujours des familles, des maisons, des routes. Oui, et pas tant que ça. Et donc, la densité de l'occupation, enfin voilà, il y a des questions, des rapports pertinents entre l'urbanisme, l'occupation du territoire. Vous faites un boulot passionnant. Que deviendront, c'est ma dernière question, ces objets et ces ossements? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, tout le mobilier, qu'il soit fabriqué par l'homme ou les ossements, est prélevé et conservé. Il y a depuis 2 ans un centre de conservation et d'études qui a été ouvert à Célestat et qui est cofinancé par les 2 départements et l'État. Et donc, c'est des objets qui sont conservés pour pouvoir les étudier. C'est-à-dire qu'il y a une partie des études qui vont être faites dans le cadre du rapport de fouille. Il y a d'autres études complémentaires. La génétique, par exemple, elle n'est pas nécessairement financée ni prévue systématiquement pour chaque fouille. Mais par contre, il y a d'autres chercheurs qui peuvent réintervenir sur ces objets-là. Et sur ces échantillons et objets-là. Et les plus beaux objets, évidemment, peuvent être déposés dans les musées, à la demande des musées. Le musée archéologique de Strasbourg ne manquera pas de renouveler une partie de ses collections et de ses vitrines à cette occasion. Et question qu'on peut se poser aussi sur les ossements. Est-ce qu'ils seront inhumés? Qu'est-ce qu'ils deviennent, ces ossements? Ils sont conservés. Ils sont conservés. Ils sont conservés. Ils retrouvent pas la terre. Non. Dans le cadre de fouilles de cimetières médiévaux et modernes, à la périphérie des églises actuelles, il peut arriver que les communes demandent à réinhumer les défunts, parce qu'on sait que ce sont des sépultures chrétiennes, et on demande à réinhumer selon un rite chrétien. Et donc, après étude, la mairie peut demander à réinhumer les défunts. Là, pour ces populations-là dont on ne connaît pas la religion, on cherche à déterminer, en tout cas, c'est plus rarement le cas. Ils sont conservés. Merci Bertrand Béag. Voilà, émission Merci passionnante. Sachez que pour être informé des travaux en cours, des déviations, parce que voilà, on va parfois être un peu incommodé par les travaux en cours, il y a tout simplement ce site, ce bulletin dynamique d'information. Vous renseignez simplement les endroits où vous vous trouvez et vous saurez quels sont les travaux à venir. Voilà, pour que les choses soient tout simplement plus simples. Si vous avez des questions à poser, il y a ce mail qui s'affiche à présent. Il est on ne peut plus simple, cos@alsace20.tv. Je vous souhaite de passer des bonnes fêtes. On se retrouve pile poil dans un mois. Salut.